On est aujourd'hui le dimanche 25 octobre, on est le 12 Marcheshvan et le cours sera aujourd'hui pour la bénédiction de la famille Béchet Ariel, ainsi que pour la Refoua Shelema de Perle, Margalit Bat Messaouda et Ariel Ben Avraham, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Shoshana Claudine Bat Flor Gila, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Chana Bat Sarah Moguer. Aujourd'hui, avec la permission des élèves et de tous ceux qui ont l'habitude de suivre le cours du dimanche, qui est un cours sur les Gilgulim, sauf quand j'annonce le contraire, aujourd'hui, malgré tout, et peut-être demain aussi, on va faire un cours un petit peu spécial que je voudrais vous présenter et qui, à mon avis, d'une importance très, très, très grande. Et parce que je pense qu'il va nous apporter à nous énormément de choses, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent, et particulièrement à nos amis non-juifs aussi, comme je vais l'expliquer. Par mon travail, je suis en relation, comme vous le savez, avec énormément, aujourd'hui on peut même parler de milliers de non-juifs de par le monde, et parmi eux, énormément de grands amis d'Israël, de gens qui justement, s'ils suivent le site, si on a un échange et une correspondance, c'est parce que justement, c'est un phénomène, comme vous le savez, assez nouveau, qui date de quelques années, peut-être de l'apparition réellement et de la pratique au niveau des rabbinim, en tous les cas d'Internet. Aujourd'hui, toutes langues confondues, on peut compter par millions, par dizaines de millions, toutes langues confondues, espagnol, anglais, etc., les non-juifs qui découvrent la Torah et qui découvrent d'une autre manière le peuple juif grâce à tous ces cours et tous ces livres qui se répandent un peu partout dans le monde. Dans le public francophone, donc c'est le même phénomène. Et donc, en ce qui me concerne, donc à mon petit niveau aussi, et parmi ces non-juifs, je n'ai pas le mot non, mais je n'ai pas une autre manière de les appeler dans le cadre de ce cours, parmi les non-juifs qui fréquentent les enseignements d'Israël, les enseignants en particulier, j'ai un grand ami qui s'appelle Gilles Faladja. Gilles, il est un peu compliqué, qui m'en excuse, qui s'appelle, je vais lire de toute façon je vais lire son message, qui s'appelle, oui, excusez-moi, Gilles Fala-Vigna, qui est un grand ami d'Israël, et qui a écrit pas mal de livres déjà pour justement expliquer, voire même critiquer l'attitude de l'Europe en général, du monde en général, contre les Juifs, contre Israël. C'est j'aime pas le mot, mais c'est un pro-israélien, pro-sioniste. Il est déjà venu plusieurs fois ici pour faire du volontariat en Israël. La dernière fois qu'il était là, je l'ai rencontré, et j'ai même fait avec lui et sa compagne un petit clip qui était sur le site. Il a fait du volontariat dans le cadre de Tsahal. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas à prouver qui il est pour nous, comment il nous considère. Un grand ami d'Israël, encore une fois, il a eu le mérite d'écrire très récemment 2 ouvrages qui parlent du phénomène de l'islamisation du monde et le danger que représente l'islamisation pour l'Europe. Ce sont des livres très courageux, surtout quand on est français. Il est en train de préparer et de terminer un livre sur l'antisémitisme et l'antisionisme. Donc quelqu'un qui a déjà 1000 fois fait ses preuves. Et malgré tout, il m'a envoyé un long mail qui d'abord m'a pas mal étonné. Je lui ai bien sûr demandé la permission de lui répondre ouvertement, parce que je pense que ce cours va d'abord à nous, juifs, nous apprendre énormément de choses et va aussi servir aux non-juifs de comprendre pas mal de choses aussi. Donc en tout cas, je lui ai demandé la permission de lui répondre, pas directement, mais en faire justement différents cours, 1 ou 2 cours. Mais quoi qu'il en soit, dans ce mail qu'il m'envoie, et qu'on va lire ensemble du début jusqu'à la fin, c'est pour ça que je ne sais pas combien de cours on va y consacrer, mais quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est très important de le faire. Il y a une certaine critique, une certaine amertume de sa part, à mon égard, pas à mon égard en tant que personne, bien sûr, mais sur certains de mes enseignements. Peut-être que le dernier, son titre, le dîner des cons de l'UNESCO, peut-être fait partie, oui, excusez-moi, c'était le titre que j'ai donné, fait partie de cette critique où finalement on nous reproche d'être un petit peu trop violent à l'égard des nations, de ne pas faire le discernement entre les bons et les moins bons,
On n'est pas tous comme ça, bien au contraire, on est des milliers à vous soutenir. Et finalement, dans cette manière, à chaque fois de nous critiquer, vous mettez... Bon, c'est pas vraiment ce qu'il dit, mais c'est pour introduire le cours. Vous semblez mettre tout le monde plus ou moins dans le même sac. Et finalement, vous avez de plus en plus d'amis parmi nous. Il parle au nom des Français, bien sûr. Et vous risquez de les perdre à force de ne pas nuancer vos propos et d'avoir des critiques que lui perçoit un petit peu sans nuance. C'est une partie de son mail. Après, il y a toute une autre partie de son mail sur la preuve que, quoi qu'il en soit, les nations ne sont pas comme vous le prétendez. C'est que jusqu'à aujourd'hui, vous recevez une très très grande aide des nations. Le budget militaire, en grande partie, enfin, une partie pas négligeable, appuyée par l'argent reçu des Américains, etc., etc. Donc comment vous pouvez dire que les nations vous abandonnent? Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a coupé les fonds, et jusqu'à aujourd'hui, si vous existez, c'est quand même parce que l'Europe en son temps, les États-Unis aujourd'hui vous ont donné énormément et continuent à vous soutenir. Donc même au niveau des nations, je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire. Et enfin, toute une partie très intéressante sur sa réaction face à un cours que j'ai fait, que j'ai intitulé « Il faut tuer les tueurs », sur justement ce débat qu'il y a parmi nous, est-ce que oui ou non on doit achever un terroriste au sol? Et lui vient avec la théorie comme quoi non, ce n'est pas juste. Encore une fois, on parle d'un véritable pro-juif, mais qu'il dit non, ce n'est pas juste, vous n'avez pas le droit, et j'expliquerai pourquoi il parle comme ça. Donc, un message extrêmement intéressant, parce qu'il va nous permettre à nous, d'abord nous, juifs, de clarifier d'abord pour nous et à travers nous pour eux, énormément de notions qui, même pour nous, justement, étaient floues jusqu'à maintenant. Alors, avant de commencer d'abord à lire, on va prendre tout notre temps de lire. D'abord, je vais lire une partie de son mail, après je vais commencer à y répondre. Avant de lire, je voudrais faire d'abord une mise au point évidente, que je fais d'abord pour nous. Il faut comprendre, et on va le reprouver une fois de plus, et c'est peut-être, et c'est pas peut-être c'est dit d'une manière polie, mais c'est sûrement l'erreur que moi j'ai fait, et peut-être je continuerai à faire lorsque je parle, c'est que la pensée thoraïque, je n'ai pas dit la pensée juive, la pensée thoraïque, parce que la pensée juive aujourd'hui, malheureusement, est plus occidentale encore que l'Occident. Il n'y a pas plus occidental qu'un juif. Mais un juif ne représente pas du tout la pensée thoraïque. La pensée thoraïque est tellement différente, éloignée, sans comparaison aucune à la pensée, même ce qu'il y a de mieux dans la pensée occidentale d'aujourd'hui, comme chez un homme comme lui qui pense occidental avec ce qu'il y a de meilleur dans la pensée occidentale. Malgré tout, la pensée thoraïque est tellement différente, comme je vais commencer à le prouver aujourd'hui, que l'erreur que nous faisons, nous qui étudions un petit peu la Torah et qui l'enseignons, lorsque l'on parle, c'est vrai qu'on ne se rend même pas compte des fois qu'on est complètement déphasé et qu'on parle avec des évidences au sujet d'une pensée qui est la nôtre, qui est la pensée de la Torah, et qu'on ne se rend même pas compte que finalement on est des martiens, qu'on parle d'une autre planète. Je ne sais pas qui est dans la bonne, est-ce que nous on est vraiment dans la bonne, dans la mauvaise ou le contraire, peu importe. Mais c'est vrai que ce réajustement devrait se faire à chaque fois, mais d'un autre côté on n'enseignerait plus. C'est vrai que des fois, on a la pensée naïve de se dire qu'à force de nous suivre, les gens, même non-juifs, vont commencer à comprendre que le cerveau thoraïque fonctionne complètement différemment du cerveau occidental, même dans ce qu'il y a de meilleur du cerveau occidental. Des hommes moraux, des hommes droits, des hommes justes, comme ce Gilles en question, qui est la crème de la crème du monde occidental. Mais malgré tout, on reste à des années-lumière parce que les principes fondamentaux qui fondent le cerveau thoraïque, ces principes fondamentaux n'existent pas dans le monde non-juif, y compris juif non-thoraïque, qui est encore plus occidental que l'Occident, comme je l'ai dit. Et donc, ce n'est pas un problème ici juif, non-juif, c'est thoraïque ou non-thoraïque. Et ça n'a rien à voir avec juif ou non-juif. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on donne un enseignement qui concerne, on pourrait dire l'actualité, on devrait répéter ces principes fondamentaux. C'est vrai qu'on ne le fait pas, et c'est vrai que ceux qui nous écoutent ont l'impression que finalement on exprime des idées et qu'elles sont discutables, voire même critiquables. Critiquables bien évidemment, mais que la critique n'est fondée que si on sait
qu'est-ce que l'on critique? Or, le problème, c'est que les principes fondamentaux sur lesquels se base la pensée thoraïque ne sont pas suffisamment expliqués, même pour les juifs eux-mêmes, à plus forte raison pour les non-juifs, d'où viennent justement des critiques qui ne commencent même pas si on comprenait sur quoi se fonde la pensée thoraïque. Alors, vous comprendrez mieux dans quelques instants pourquoi ce préliminaire était très important, et je vais passer à son mail, qui est extrêmement intéressant. Je ne vais bien sûr pas tout lire aujourd'hui, c'est impossible, mais je vais lire la partie qui nous intéresse par rapport au cours d'aujourd'hui. Donc il s'agit encore une fois de Gilles Falavinia, qui est encore une fois un très très grand homme, que je suis vraiment fier de le compter parmi mes amis, et alvaille qu'un jour le monde entier soit à la hauteur de cet homme-là et de sa compagne. Il écrit comme ça: « Cher Rav, permettez-moi de réagir à vos dernières interventions. Je les comprends, je vous comprends. Je comprends votre tristesse quand la méchanceté vous frappe. Votre tristesse est également ma tristesse et ma colère. » Donc, tout le derech eretz d'un homme, d'un grand homme qui, avant de critiquer, prévient déjà que, bien sûr qu'il comprend. La grande erreur qu'il fait avec tout le respect, c'est qu'il croit que je parle sous la colère ou parce que je suis triste. Il fait allusion bien sûr aux attentats. Et que donc c'est une sorte de préliminaire. Bon, je ne vous juge pas mal parce que je comprends que dans la souffrance, vous n'êtes plus vraiment responsable de ce que vous dites. Je te réponds à Gilles, je te réponds à toi, à Gilles, et à tous ceux qui, comme lui, pourraient penser cette chose-là, ça n'a rien à voir. Ce que nous disons, nous l'aurions dit, et nous, ça, bon, on n'aurait pas eu l'occasion de le dire, mais on pourrait le dire même dans les meilleures périodes de notre vie, parce que ce sont des paroles et des enseignements qui sont fondés sur la Torah et non le fruit d'un contexte de coup de couteau ou autre. Mais maintenant, regardons, continuons ce qu'il dit. « Ma réaction maintenant, et je sais qu'elle est largement partagée par de nombreux amis d'Israël, est principalement le fruit de la levée de glaive d'Israéliens contre la France et les Français sur les réseaux sociaux pour les malheurs qui vous frappent, ce qui est dit par bon nombre est une puanteur. » Ça veut dire qu'il réagit au nom de tous ceux qui, comme lui, sont des amis d'Israël et qui, malgré tout, sont choqués par voir cette levée de bouclier de gens comme moi, et je ne savais pas qu'il y en avait d'autres d'ailleurs, mais j'imagine, qui sur les réseaux sociaux, dans les cours internet, ou sur les Facebook, ou sur etc., se permettent d'incendier finalement l'Europe et la France. Et comme on va le voir, en ne faisant plus la différence entre les Français, on met tout le monde dans le même sac. Et donc, eux, dit-il, ressentent ça comme une puanteur. Ils n'arrivent même plus à nous écouter, alors qu'ils étaient nos amis, nos élèves. Ils nous disent, vous risquez de nous perdre, parce qu'on n'arrive plus à vous entendre, ça pue. Comprenez que les agressions verbales contre les nations de votre part nous blessent. Et Dieu sait que lui est marginal par rapport aux nations. Donc sa phrase est très très forte. D'un coup, il s'identifie aux nations. Lorsque je dis l'UNESCO, par exemple, je ne sais pas si c'est à ça qu'il s'identifie, mais il se sent blessé. Peut-être pas d'Afka sur l'UNESCO, mais en tout cas, il se sent blessé. Vous êtes blessé par le manque... Alors, il revient maintenant sur nous. Vous êtes blessé par le manque de solidarité des nations. Je comprends que vous aussi, les Juifs, vous êtes blessés par le manque de solidarité des nations. Vous avez raison de marquer le mensonge. Vous avez raison de dire que les nations mentent. Mais tout n'est finalement qu'une question de représentativité. Et là vient l'essentiel de sa critique. Vous mettez tout le monde dans le même sac et vous oubliez que ceux qui parlent au nom des nations ne me représentent pas. Moi, je ne me sens pas représenté par Le Monde, ni par Libération, ni encore moins par la tarée mentale qui présente les émissions à la télévision, etc. C'est pas moi. Elle est par hasard française comme moi, mais elle n'est pas plus française que moi, et elle ne représente pas la France. C'est ce qu'il va dire. Que représentent les personnes qui s'expriment? Les journalistes visent l'équité. Je suis d'accord avec vous que les journalistes mentent. Ils sont dans l'erreur, dans leurs moyens comme dans leurs fins. Ils sont animés de mauvaises intentions, c'est évident. N'importe quel Français comme moi est très bien conscient que les médias ne représentent que leurs intérêts, etc. C'est toujours la vision de David contre Goliath, dans le mécanisme d'inversion, de substitution. Bon, il a un excellent français, donc j'explique pour des gens comme nous qui avons oublié le français. Ça veut dire que, évidemment, les médias s'acharnent à présenter les Palestiniens comme le petit David et les Israéliens comme le méchant Goliath,
la théorie de la substitution, alors que ça a toujours été dans l'histoire biblique, c'est les Philistins, donc les Palestiniens qui ont donné Goliath et nous qui ont donné David. Et donc évidemment, on présente aujourd'hui, évidemment, eux c'est les lanceurs de pierres et nous on vient avec des armes. Donc l'image, elle est évidente. Les médias se régalent. Cet homme a le courage de dire que même ça, je ne suis pas dupe. Vous voyez, moi je suis un Français, pourtant je ne suis pas dupe. Je sais très bien qu'ils inversent les choses. En vérité, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours vous, quoi qu'il en soit, David et eux, Goliath. Pourquoi? Parce que même si ponctuellement, un lanceur de pierre est effectivement un David contre Goliath, quoi qu'il en soit aujourd'hui, le Goliath, c'est toujours eux. Parce qu'ils ont le monde entier avec eux. Et nous, on est tout seuls contre le monde entier. Tous les pouvoirs du monde sont, quoi qu'il en soit, pour leur cause à eux. Donc ça reste malgré tout le bras d'un vrai Goliath qui n'est pas celui qui jette la pierre, mais celui qui fait en sorte que lui a le courage de jeter la pierre. J'imagine que c'est ce qu'il veut dire. Mais, voilà sa phrase importante, il est trop facile de signifier que les nations sont des individus éparpillés et donc de pouvoir cracher sur leur collectivité d'un côté et de l'autre, qu'un Israélien ne soit lui pas représentatif de la nation juive, quand ses propos sont stupides ou malhonnêtes, qu'est-ce qu'il veut dire? On ne va pas maintenant faire une exégèse de texte, mais ce qu'il veut dire, c'est la chose suivante. Ça veut dire, et je termine juste la phrase, si les nations ne sont plus que des individus, alors ce sont les individus qui se lèvent contre Israël. Ce sont des Français, ce ne sont pas les Français. Le rejet de 2 poids et 2 mesures se doit d'être réciproque. Finalement, il nous accuse, finalement, de ne pas être équitable, de ne pas être juste et de faire 2 poids, 2 mesures. Ça veut dire que de la même manière que nous nous insurgeons, si quelqu'un va dire « Madoff était une crapule, tous les juifs sont des voleurs », qu'est-ce que nous on va dire quand Madoff me représente? D'accord? Kahn, je ne sais pas comment il s'appelle l'autre, Strauss-Kahn est un débauché, tous les juifs sont des débauchés. Je vais m'insurger, qu'est-ce que je vais dire? C'est de l'antisémitisme. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Quand ça vous concerne, vous, tout de suite vous vous démarquez. Je dis ce qu'il dit. Mais quand ça nous concerne, nous, alors les nations. Apparemment, il a 100% raison. Je vais vous montrer comment je vais démonter complètement ce qu'il dit. Parce que justement, il oublie un principe fondamental que je vais lui enseigner, que je vais nous enseigner à nous. Mais d'abord, comprenons sa critique. Sa critique, selon sa compréhension à lui des choses, l'esprit occidental, juste, droit et moral, il a parfaitement raison. Si quelqu'un vient dire tous les juifs sont des voleurs, à cause de Madoff, je lui dirais tu n'es qu'un sale antisémite. Si quelqu'un vient dire tous les juifs sont des débauchés à cause de Kahn ou autre, je lui dirais tu n'es qu'un sale antisémite. Alors pourquoi me dit-il, quand j'ai une représentatrice de la télévision française qui parle de militants palestiniens au lieu de terroristes palestiniens, les Français sont contre Israël, les nations, la nation française. Pourquoi? Dites cette Française est contre. Mais sachez, nous dit-il, qu'il y a peut-être autant de Français qui aiment Israël que de Français qui n'aiment pas Israël. Et va s'en peut-être encore plus même. Simplement qu'eux n'ont pas le droit à la parole. Donc vous entendez du matin au soir des gens vous critiquer, mais ce n'est pas la France, ce ne sont pas les Français, ce sont des Français. Et on ne va pas s'amuser, nous, à commencer à les compter chaque Français pour dire s'il a raison ou pas sur le terrain. Parce que je dirais même si la majorité des Français pensent comme cette journaliste ou comme Le Monde, etc., à partir du moment où il reste quelques millions de Français, il y a quand même 50 millions de Français. 60, comment? Oui, 60 si on compte, etc. Mais de Français, il y en a peut-être 40 millions. Sur les 40 millions de Français, je parle de ceux qui nous intéressent. Lui est un Français. Si sur les Français, même si on n'a que, allez, 15 millions qui sont des amis d'Israël, et à mon avis, il y en a beaucoup plus. En tout cas, qui ne se prononcent pas, qui sont ni pour ni contre, ils ne savent pas. Mais de quel droit, moi, je peux dire la France est contre Israël? De quel droit me dit-il les Juifs sont des voleurs à cause de Madoff? Ça ne marche pas. Donc il dit, vous faites 2 poids, 2 mesures. Donc c'est vrai que la critique est très très forte. J'aurais pu dire que je vais mettre de l'eau dans son vin, parce que c'est ce qui m'intéresse de dire. J'arrête pas de dire les Américains. Alors là, s'il avait été Américain, il aurait pu me tirer une balle dans la tête, il aurait eu raison. Pourquoi? Les Américains, mais la grande majorité du peuple américain est pro-juif, pro-israélienne. Parce que Obama est ce qu'il est, ou parce que Kerry est ce qu'il est, ou parce que peu importe, c'est les Américains.
c'est l'Amérique, là je peux dire que la critique sera encore beaucoup plus forte. Je n'ai pas peur de la critique parce que je vais la démonter, la critique. Mais la critique pourrait être encore beaucoup plus forte. C'est évident que 80% du peuple américain est pro-israélien, même si ses gouvernants font tout le contraire de ce que leur peuple voudrait. Et là encore une fois, je parle du vrai Américain, celui qui est depuis 300 ans ou 200 ans de parents et de grands-parents américains. Je ne parle pas du phénomène de ces 20 dernières années qui est un phénomène irréversible en Amérique comme en Europe, que de plus en plus finalement d'immigrés deviennent américains et que dans 50 ans, l'Amérique ne sera plus, elle n'est déjà plus ce qu'elle a été un jour. Mais jusqu'à aujourd'hui, on va dire que la majorité des Américains sont encore les Américains de souche, comme des Français de souche. Ok. La majorité des Américains sont bien sûr plus pro-juifs que pro-musulmans. Donc, de quel droit le Radouich n'arrête pas de taper sur les Américains? Donc, la critique est très forte. Mais en vérité, elle repose sur un cheveu. Tu enlèves le cheveu, toute la critique s'écroule. Pourquoi? Parce que justement, je vais maintenant rentrer dans le cours. On a fini de lire son texte aujourd'hui, on continuera encore. Et je vais rentrer maintenant dans le cours. En vérité, bon, il y a encore beaucoup de choses à lire. Si vous êtes d'accord, on continuera encore 1 ou 2 cours parce que c'est des enseignements extrêmement importants de Torah qui vont sortir grâce à ça. Vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle les animaux cachers, les animaux qui ne sont pas cachers. Les animaux qui sont cachers sont définis par 2 signes, un signe dans la bouche et un signe dans le pied. Le pied doit être fendu, le sabot fendu, et la bouche doit aussi fonctionner d'une certaine manière, ruminant. Maintenant, comme on le sait, et vous le savez tous, surtout depuis que vous me suivez, ce sont des textes très nombreux dans notre tradition. Les animaux, en vérité, à part le fait qu'ils représentent des animaux, représentent aussi des types de civilisation. Comme Rashi le dit clairement, en ce qui concerne Esav, quel est l'animal qui lui correspond, on va en parler. Ishmaël, quel est l'animal qui lui correspond. Israël, quel est l'animal qui lui correspond, etc. Et donc, d'où nos maîtres se sont permis de dire que les animaux font aussi allusion à des types de civilisation, les prophètes. Les prophètes eux-mêmes, clairement, Daniel et d'autres, quand ils parlent du combat entre les nations, contre les nations, ils parlent d'un bélier qui se lève, ou d'un ours qui se lève, ou d'un lion qui se lève, etc. Ézéchiel qui représente le trône divin porté par des animaux, comme s'il y a des animaux là-haut. Ce sont des concepts philosophiques ou des concepts idéologiques représentés par différents animaux. Et toute la source zoharique, bien sûr, que je ramène souvent au sujet de la création des animaux dans le récit de la création, ou comme je l'expliquais encore avec Adam et les non-adamiques. En vérité, les animaux ne font pas uniquement allusion à des animaux, mais font allusion à des types de civilisations. Une civilisation poisson, comme une civilisation maritime, une civilisation lion, qui sont de grands conquérants, une civilisation taureau, qui est une civilisation plus pacifique et travailleuse. Les Juifs eux-mêmes sont comparés à des animaux. Donc, Yosef est comparé à un taureau, Yehuda est comparé à un lion. Donc, toute la Torah écrite et orale nous a toujours appris que l'animal est aussi le symbole d'un concept humain. Tous les matins, nous les Juifs, on commence notre tefila en disant « Ave as kanamer, ve gibor keari » soit téméraire comme une panthère, soit fort comme un lion, soit rapide comme l'aigle. Et j'ai pas honte qu'on me demande d'être comme une panthère, etc. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est pas la panthère ou le lion qui m'intéresse. C'est le concept de la force, de la rapidité, de la témérité qu'on retrouve dans le monde animal aussi. Alvaille que l'homme soit aussi courageux et fort qu'un lion, qu'il soit aussi rapide et zélé qu'un aigle, etc. Donc, on a toujours su, nous les Juifs, depuis des millénaires, que quand la Torah parle d'un animal, il faut voir ça à 2 niveaux. L'animal et ce qu'il représente. C'est pour ça qu'on a une littérature très abondante qui nous dit que les animaux, surtout certains, sont des signes qui représentent un certain type de civilisation. Par exemple, on le reverra, aussi mal que cela puisse faire, Esav, la civilisation essavique, et je vais l'expliquer aujourd'hui comme je ne l'ai encore jamais fait, je pense, en tout cas je vais l'affiner, la civilisation essavique qui depuis des millénaires, depuis plus de 2500 ans, est expliquée, prédite par nos maîtres comme étant la civilisation occidentale, romaine et ce qui va en sortir, l'animal qui lui correspond est le porc. Alors évidemment, j'imagine qu'en tant que non-juif, c'est choquant, c'est révoltant, c'est suprêmement agaçant. C'est vraiment des sales youpins de juifs, ces juifs. Je peux comprendre, mais le problème c'est que laissez-moi vous expliquer ce qu'on entend par là et vous allez voir que ce n'est pas aussi horrible que vous le pensez.
D'autant plus qu'on a une tradition qui nous dit que pourquoi le porc s'appelle chazir en hébreu, qui vient du mot choser, qui veut dire qu'un jour il reviendra, il fera teshuva, il reviendra. Ça ne veut peut-être pas dire qu'on va manger du jambon beurre, mais ça veut dire que le concept représenté par le chazir, par le porc, n'est pas un concept abominable et maudit, puisqu'il porte le nom du retour. Et donc c'est la langue française qui a transformé ce nom-là en cochonnerie. T'es un porc, t'es un cochon. Mais c'est eux qui sont responsables de la connotation négative. Dans le langage des maîtres d'Israël, un chazir, c'est un animal comme un autre, il n'est pas kasher. Nekuda. Et donc, dans notre tradition, le monde occidental est représenté par le chazir, et on sait que Ishmaël est représenté par le gamal, par le chameau. Ces deux animaux sont des animaux qui ne sont pas cachers, mais qui ne sont pas cachers pour des raisons qui sont à l'extrême opposé. Le chazir, le porc, a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Ses pieds sont cachés, mais sa bouche ne l'est pas. Et le gamal, le chameau qui représente Ishmaël, d'après des textes qui sont vieux de plus de 2500 ans, donc ce ne sont pas des textes arrangés et politisés, puisque ce sont des textes, encore une fois, qui ont été écrits 1000 ans avant l'avènement même de Mahomet. Donc c'est le phénomène Ishmaël, ce sont des textes prophétiques. Et comparé au chameau, qui lui c'est l'inverse, il n'a pas les pieds cachers, mais il a la bouche cachère, parce qu'il rumine. Alors aujourd'hui ni demain, je ne parlerai pas, je ne veux pas parler du phénomène gamal, ce qu'il représente, parce que ce n'est pas du tout mon sujet aujourd'hui. C'est un occidental qui m'écrit, un descendant donc de Rome, d'une certaine manière, de l'esprit romain, on pourrait dire retraduit après par la Révolution française, mais quoi qu'il en soit, c'est un enfant de l'Occident auquel je m'adresse, et donc on ne parlera pas du chameau. Mais quoi qu'il en soit, on va essayer de comprendre la chose suivante. Quand la Torah, mes amis, nous présente un animal non cachère qui a un signe de cacheroute, qui a un signe de pureté, ça nous montre que quoi ? Qu'un animal peut être non cachère, même s'il a la moitié des signes de la cacheroute. Et malgré tout, il est pour nous aussi dangereux sur le plan de notre consommation qu'un animal qui n'aurait aucun signe. Prenons un animal qui n'a aucun signe. Le cheval, ni il rumine et ni il a les sabots fendus. Le cheval n'est pas moins cachère, n'est pas plus pas cachère que le cochon, qui lui a au moins un signe de pureté. Et prenons un autre animal, il y a des tas d'animaux qui n'ont aucun signe, et encore une fois, n'importe quel juif de 8 ans qui a un minimum de base sait qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la cacheroute. Au contraire, on pourrait dire dans la conscience populaire du juif, quand on représente un animal non cachère, on pense plutôt à un porc qu'à un cheval. Ça prouve bien que dans le chinour, dans l'éducation, dans la mentalité juive, le fait que tu aies un signe positif ne rajoute rien par rapport aux lois de la cacheroute. Et le fait que tu n'aies pas de signe non plus ne rajoute rien. Maintenant, ça va beaucoup plus loin que ça. Vous remarquerez que quand la Torah énumère les animaux non cachers, même lorsqu'elle parle d'animaux domestiques, elle ne cite aucun animal qui n'a aucun signe de pureté. Deux animaux très 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 courants et très cités dans la Torah, qu'on retrouve souvent, le sous et le chamor, le cheval et l'âne. Des animaux qui sont cités des dizaines de fois dans la Torah. Or, une chose absolument incroyable, quand la Torah, dans les lois de la cacheroute, énumère et cite et nomme les animaux non cachers, on se serait attendu à ce que les premiers cités, c'est ceux qui n'ont aucun signe de pureté, le cheval et l'âne. La Torah ne les cite absolument pas. Elle ne cite que des animaux qui ont un signe de pureté. Pour ceux qui ont les sabots fendus, donc qui ont le signe de la cacheroute dans les jambes, le porc, mais qui n'est pas cachère parce qu'il ne rumine pas. Et pour ceux qui ont l'autre signe, qui rumine mais qui n'ont pas les sabots fendus, elle cite le chameau. Et les maîtres se posent une question absolument incroyable, mais bouleversante. Pourquoi la Torah ne cite pas aussi ceux qui n'ont rien, puisqu'apparemment ils sont encore plus pas cachers? Bien que j'ai dit le contraire, mais si déjà tu énumères des animaux qu'on connaît,
La Torah aurait dû dire le cheval, l'âne, le cochon et le chameau, les 4 animaux que le monde connaît le plus, qu'il est le plus amené à manger. Parce que les Bédouins mangent surtout ce qu'ils ont sous la main, donc des chameaux, et donc des Juifs vivant dans ces endroits-là pourraient être amenés à manger du chameau. Les autres, les cow-boys vont manger du cheval, comme on le sait jusqu'à aujourd'hui, et les autres vont manger du cochon etc. Donc pourquoi tu ne cites pas tous les animaux? Nos maîtres répondent parce que l'intention de la Torah, comme je l'ai dit au début de cette partie du cours, est de faire allusion aussi à des types de civilisations, et dans les lois de la cacheroute, elle cache, la Torah, sa vision des civilisations, et elle met en évidence 2 civilisations essentielles qui sont la civilisation du Chazir, Esav, et la civilisation du chameau, Ishmaël, dont on ne parlera pas du tout. Mais revenons maintenant, quelle est la réponse? La Torah n'a pas parlé du cheval ou de l'âne parce qu'il n'y a pas de civilisation représentée par le cheval ou l'âne. Et ici, la Torah n'est pas en train de te parler uniquement de l'animal caché ou non, elle est en train de te faire une allusion aux civilisations, comme dit Rashi sur place. Et donc automatiquement, elle va retenir les 2 civilisations qui ont un animal qui leur correspond, en ce qui concerne l'Occident, le Chazir. Et donc, ça nous montre une chose absolument incroyable, c'est que finalement, la Torah considère qu'il n'y a pas de civilisation, en tous les cas qui l'intéresse, elle, la Torah, qui n'ait aucun signe de cacheroute. Une civilisation, celle dont parle la Torah, celle qui intéresse la Torah, est forcément une civilisation qui a au moins la moitié de ces signes qui sont cachers, la moitié, 1 sur 2. La moitié qui est... Et malgré tout, ça reste une civilisation immangeable pour nous. Elle peut nous détruire autant qu'une civilisation qui n'a aucun signe de cacheroute. Donc ce qui veut dire que je réponds déjà en partie à mon ami Gilles, qui un jour sera peut-être votre ami aussi. La prochaine fois qu'il revient, je lui demanderai vraiment de venir faire une intervention d'Afka un matin devant vous aussi. Et je suis sûr qu'il s'en réjouira, vous verrez quel grand homme c'est. Et donc je réponds à mon ami Gilles, déjà en partie, mais je vais répondre beaucoup plus que ça. Ta question ne me touche pas. Ta critique n'est que parce que tu ne comprends pas les fondements de la Torah. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que la moitié des Français sont autant pour vous que la moitié qui n'est pas? C'est pas moitié ici quantitative, c'est moitié qualitative. Mais la Torah considère que s'il n'y a qu'un signe de cacheroute, malgré tout, l'ensemble est immangeable. On imagine qu'un juif coupe un porc en 2 et dit la moitié qui est vers la tête je la mange pas et la moitié qui est vers les pieds je la mange. Non. Tout l'animal n'est pas consommable. Pourquoi? Parce que c'est ou les 2 signes ou rien. Ou des pieds jusqu'à la tête ou c'est pas consommable pour nous. Ce qui veut dire que, je n'explique encore que 0,01%. L'essentiel l'explication va venir maintenant, un instant encore. Ce qui veut dire que même si j'arrêtais mon cours ici, je suis en droit de dire la nation française, de la même manière que la Torah se permet de dire le porc, alors que le porc est à moitié cachère. Ce qui veut dire que pour la Torah, il n'y a pas de moitié, ou c'est tout, ou c'est rien. Alors, je devine déjà la question de Gilles, mais dans ce cas-là, le peuple juif, ou disons les Israéliens, ne sont pas cachers. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement la moitié de pourri chez vous. Je rajouterai à Gilles peut-être plus encore que tu l'imagines. Mais quoi qu'il en soit, j'expliquerai, plus dans le cours d'aujourd'hui, je ne pense pas, parce que j'ai besoin de lire un autre texte de Gilles pour expliquer la différence entre nous malgré tout. Vous me direz évidemment, c'est un youpin qui parle, mais je pense qu'il est suffisamment honnête pour comprendre que la réponse que je lui donnerai peut-être demain ou après-demain, il l'acceptera, je le sais, mais il y a une différence quand même. Parce qu'il va falloir bien comprendre ce que sont les signes de cacheroute ou non. Et déjà aujourd'hui, je vais commencer à expliquer la différence. C'est vrai que quantitativement, d'accord, je sais que je n'ai pas à dire ce que je dis, mais je partage l'avis de tous ceux qui diront que la moitié des Juifs sont aussi pourris que la moitié des Français, et peut-être plus encore. Mais malgré tout, la nation juive ne l'est pas. Et je vais expliquer pourquoi. Il a dit, je sais que ça va faire mal la différence, mais je vais expliquer. Et je vais commencer à expliquer pourquoi. La différence entre la nation, c'est ce qu'on peut dire l'idéologie nationale et la quantité de pourriture à l'intérieur d'un peuple. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir même une majorité de pourris dans un peuple,
mais ça ne porte pas atteinte à la nation. Et le contraire, tu peux avoir une majorité de noms pourris dans un peuple et malgré tout, la nation a un problème. Et c'est ce que je commence à expliquer. Mes amis, écoutez-moi bien parce que maintenant, encore une fois, Mamash, c'est l'essentiel du cours. Nos maîtres se sont posé la question, et je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'est d'une puissance, d'une profondeur qui est l'une des clés les plus extraordinaires pour comprendre toute l'actualité. Et des textes qui datent de millénaires, puisque le Makor est dans la Torah, le verset, je vais vous le lire tout de suite. Nos maîtres se sont posé la question, à partir du moment où l'animal, comme le porc, représente un type de civilisation que nos maîtres voient dans l'Occident, d'où on le sait Rashi. Rashi dit, Esav, il est comme un porc. Il montre ses sabots fendus, il dit, regardez, je suis cachère, hein, regardez. Mais il nous empêche de l'ouvrir la bouche pour voir ce qu'il y a dedans. Et Rashi dit, car ou Esav, dans Parshat Toldot, c'est comme ça que Esav, il met en avant son signe de cacheroute. Il dit, comment vous pouvez m'accuser de ne pas être cachère, mais j'ai les mêmes signes que vous. Très bien. Qu'est-ce que veut dire Rashi? Nos maîtres posent la question et disent, puisque l'animal représente une civilisation, dans la civilisation elle-même, qui représente les pieds et qui représente la bouche? Ben oui, dans un animal, les pieds c'est le sabot et la bouche c'est la bouche. Mais dans la civilisation, dans un peuple, qui est pied et qui est bouche? Nos maîtres rapportent deux versets pour expliquer. Un verset qui se trouve dans le 21e verset du 4e livre de la Torah de Parshat Baalotera dans Bamidbar. Quand Moshe se voit demander par Hachem de fournir de la viande à tous ceux qui voulaient manger de la viande dans le désert, la révolte pour les cailles. À ce moment-là, Moshe dit à Hachem, mais comment tu veux que je trouve tellement de cailles pour tous ces gens-là? Vayomer Moshe, Shesh meot elef ragli ha'am asher anochi bekirbo, ve'ata amarta basar eten lahem ve'achlu chodesh yamim. Ce peuple qui est mon pied, Ragli, c'est un pied qui est composé de 600 000 adultes, et tu veux que je leur trouve des cailles pendant un mois? Le verset dit, Shesh meot elef Ragli ha'am, c'est mon pied. Nos maîtres expliquent, le peuple, les citoyens, sont les pieds du pouvoir, les pieds des dirigeants. Et d'où on sait que le pouvoir s'appelle la bouche? Parshat Shemot, quand Hachem dit aux deux dirigeants d'Israël qui vont sortir Israël d'Égypte, sur l'un des deux, qu'est-ce que dit Hachem? Vehu yelecha l'épée. Et lui, il sera, pas l'épée, mais la bouche. C'est facile à comprendre. Pourquoi le peuple, c'est-à-dire les citoyens, sont comparés aux pieds, et pourquoi les dirigeants, le pouvoir est comparé à la bouche? Parce que par définition, le pouvoir, c'est celui qui donne des ordres, et le peuple, c'est celui qui les exécute. Dit d'une manière un peu plus intelligente, les pieds représentent ce qui soutient tout le corps, et c'est le peuple qui soutient la nation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'Europe panique, parce qu'il n'y a pas de renouvellement démographique, et c'est pour ça que Merkel a fait le choix de faire entrer chez elle 1,5 million d'immigrés, parce que sinon demain il n'y a plus d'Allemagne, donc mieux vaut une Allemagne syrienne que plus d'Allemagne du tout, c'est son choix. Et donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de renouvellement, les Allemands ne font plus d'enfants, donc elle l'a dit clairement, on sait très bien pourquoi elle a fait ce choix-là, elle espère que la machine allemande arrivera à transformer malgré tout la mentalité syrienne en mentalité allemande et que finalement un jour l'Allemagne reconnaîtra qu'elle a fait le bon choix, peu importe, c'est le futur qui nous dira si elle avait raison ou non, mais quoi qu'il en soit, le peuple, c'est les pieds. Tu enlèves les pieds à quelqu'un, il s'écroule. Mais la bouche, celle qui exprime l'idée, l'idéologie, la bouche, les médias, la bouche, les médias, la bouche, les médias, la bouche, c'est bien sûr le pouvoir, dont l'instrument principal, c'est la bouche. Qu'est-ce que font les insurgés lorsqu'ils font un coup d'État? La première chose qu'ils prennent d'assaut, c'est quoi? À part l'armée, c'est la télévision et la radio. Avant même la création du monde, c'est déjà comme ça. Pourquoi? Parce que celui qui a la bouche, il a le pouvoir. Malchut Peh, disent nos maîtres. La royauté, c'est la bouche. Donc maintenant, on comprend une chose extraordinaire. Extraordinaire. Les pieds, c'est les citoyens. La bouche, c'est l'instrument du pouvoir, la force médiatique, le dirigeant. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Que même si un peuple a les pieds cachers, mais il n'a pas la bouche cachère, ça influence
à tel point la nation que toute la nation devient non cachère. J'espère, Gilles, que tu comprendras ce que je dis parce que effectivement, c'est un ridouche de la Torah. Je comprends que tu ne peux pas le comprendre en tant qu'enfant de la France et citoyen du monde. Mais comprends ce que dit la Torah. Même si tous les pieds de la nation sont cachers, même si tous les citoyens de France sont cachers, si la bouche est entre les mains du mal, toute la nation est considérée comme non cachère par la Torah. Tu peux, Gilles, ne pas être d'accord avec la Torah, mais au moins comprends que tu as compris d'où viennent les attaques de celui qui parle au nom de la Torah. Je peux comprendre que la Torah va faire de nombreux antisémites. Pas lui, bien sûr. Parce que, comment ? Parce que sous prétexte qu'on a un pouvoir corrompu, alors on est tous... Non, mais bien sûr que vous n'êtes pas corrompus, vous. En tant qu'individu, en tant que pied, vous êtes cachère. Tu es 100% cachère. Mais la nation à laquelle tu appartiens ne l'est pas. Et automatiquement, pour moi, je n'ai pas le droit de manger. J'ai le droit de faire une globalité, de dire la nation. Je n'ai pas dit les citoyens, j'ai dit la nation. Donnons un exemple. Prenons les Américains. Et je le dis avec tout le sérieux du monde. En tant que peuple, en tant que citoyen, je pense que depuis 300 et quelques années jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un peuple aussi extraordinaire que les Américains. Moi, je suis comme ça devant eux. Un peuple courageux, travailleur, entreprenant, créateur. Il est comme à la tête d'énormément, je parle du peuple, le citoyen. Il a la tête d'énormément de choses extraordinaires pour le monde occidental, dans la science, dans la pensée, dans le politique, dans le politique qui touche le citoyen, je parle, dans la liberté, etc. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez comparer le citoyen américain, c'est le fait américain. C'est pour ça que l'Amérique reste toujours au top du top jusqu'à aujourd'hui. Et même nous, les Israéliens, pourquoi on est comme ça, baba devant les Israéliens? Pourquoi les Israéliens standard, tous les matins, il se lève, il a l'image d'un Américain devant les yeux? Parce que c'est comme ça. C'est la civilisation dans notre ère qui dure depuis 300 ans. Voilà. Maintenant, je vais aller plus loin que ça. L'Américain lui-même, il est bon. Il est tolérant, il est ouvert, il ne ferait pas de mal à une mouche. C'est le tempérament américain. Ceux qui connaissent l'Amérique savent qu'un Américain, c'est un grand enfant. Il est gentil, vraiment gentil, il ne ferait pas de mal à une mouche. Mais d'un autre côté, mes amis, ça fait des décennies, pour ne pas dire des siècles, qu'à la tête du peuple américain se trouvent des gouvernements, des pouvoirs qui sont horribles, mais tout en cachette. Pour ne citer que le soutien à tous les putschistes d'Amérique du Sud, des horreurs, des massacres, contrôlés, organisés, entretenus par la CIA, par les gouvernements américains, etc. Les horreurs de Cuba, les horreurs du Vietnam, les horreurs de l'Afghanistan. Et parlons de la politique présente. Si on devait mettre quelqu'un aujourd'hui, si on devait refaire un nouveau procès de Nuremberg, si un jour le monde a le courage de le faire, on devrait mettre tous les dirigeants américains qui sont responsables du chaos qu'ils ont introduit en Irak et ses voisins. Mais est-ce que vous vous rendez compte que tout ce qui se passe aujourd'hui en Irak, tous ces massacres, toutes ces guerres, ces factions, etc., sont la conséquence directe de « on va apporter la démocratie » qui était uniquement une patte de cochon, on va apporter la démocratie et le chaos le plus total, des massacres inimaginables, parce que les Américains sont arrivés là-bas. Et vous me direz, il y avait avant avec Hussein aussi, mais certainement pas de la même manière. Certainement pas de la même manière. Ce qu'ils ont fait en Libye, là les Français sont encore plus responsables que les Américains, de faire tomber Kadhafi. Vous savez ce qui se passe en Libye aujourd'hui? Même au Guéhinom, on souffre moins qu'en Libye aujourd'hui. Même au Guéhinom, même en enfer, c'est la guerre civile. Des massacres, des coupages de tête, des viols, des éventrages, du matin au soir, du soir au matin. Mais la presse n'en parle plus, parce qu'elle ne peut plus en parler. On ne trouve même pas 5 mètres carrés en Libye où ce n'est pas des massacres du matin au soir. Partout où le gouvernement américain a mis les pieds, c'est la catastrophe. Daesh est une pure production du gouvernement américain, et même entretenu à coups d'argent, etc. C'est pour ça que les Russes sont intervenus. Ils disent jusqu'à quand cette mascarade? Les Russes, en une semaine, ont détruit plus de positions dans Daesh que soi-disant les Américains et les Français qui font semblant de tirer à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on assiste à un phénomène absolument inimaginable, où on a un peuple extraordinaire qui a à sa tête des tyrans, de véritables méchants. De véritables méchants. Mais ce qu'ils ont fait au Vietnam, envoyer des bombes au napalm sur des villages, brûler des enfants vifs, etc., c'est absolument incroyable. Incroyable. Et donc, comment c'est possible? Comment le peuple peut être si doux, si bon, si tolérant, si aimant de la vérité et de la liberté? Et comment il est possible d'avoir un gouvernement si meurtrier, si corrompu et si criminel à sa tête? Comment c'est possible? Pourquoi? Mais la Torah nous a prévenus. Oui, un animal peut avoir ses pieds 100% cachers, ce qui n'empêchera pas que sa bouche sera 100% pas cachère. C'est le grand chidouche de la Torah. Vous comprenez ce que la Torah nous dit? C'est pas incompatible. Un très bon peuple peut avoir à sa tête un pouvoir corrompu. C'est pas incompatible. Et maintenant, qu'est-ce que va faire le porc, dit Rashi? Mais quoi, vous m'accusez d'être des assassins? Mais regardez mon peuple, c'est le meilleur des peuples. Il montre ses sabots et il dit, mais regardez, je suis caché. Et c'est vrai que ça crée un désordre intellectuel inimaginable. Parce que quand on voit le peuple américain, on ne peut pas croire que finalement le pouvoir américain est un pouvoir criminel. On ne peut pas le croire parce que les Américains, c'est quand même eux qui ont amené leur pouvoir à la tête. Mais la Torah te dit non, j'ai créé le monde de telle manière qu'on peut couper une chose en deux. La bouche n'a rien à voir avec les pieds. Et ça, c'est un phénomène unique que nos maîtres appellent le phénomène essavique, le phénomène occidental. L'Occident a créé une civilisation où règne sur elle un pouvoir criminel, alors que elle, la civilisation est extraordinaire. La civilisation occidentale est extraordinaire, elle a apporté au monde la science, la médecine, le progrès, la technologie, l'art, la musique, la liberté, la fraternité, l'égalité. L'emblème du symbole de la Statue de la Liberté en Amérique n'est pas une farce, n'est pas une mascarade, c'est un peuple libre et qui aime la liberté. Mais justement, c'est ça la force du cochon. C'est qu'il met en avance ses pieds, nous dit Rashi, et il dit « Comment vous m'accusez d'eux? Mais c'est pas possible. Je ne suis que le représentant d'un peuple que vous savez être le meilleur des peuples. Vous ne pouvez quand même pas nous soupçonner d'eux. » Vient la Torah il y a 3500 ans et elle a dénoncé le phénomène, elle a dit non. Nous les Juifs, on ne se fera pas avoir. Ou plutôt nous, ceux qui connaissent la Torah, nous ne nous ferons pas avoir. Ton peuple est extraordinaire, mais tes pieds sont extraordinaires, pas ta bouche. Et pour moi, l'ensemble n'est pas consommable. Et maintenant, je réponds à une partie du mail de Gilles. Gilles, tu m'as posé une question, tu m'as dit, mais comment tu peux inclure, comment tu peux dire les Français? D'abord, j'ai jamais dit les Français, j'ai dit la France, j'ai dit les nations. Gilles me dit, oui, mais les nations, ce sont tant et tant et tant de citoyens. Et si tu comptes les citoyens, tu verras qu'il y en a peut-être la moitié, si pas plus, qui sont pro vous et pas contre vous. Je dis, Gilles, il te manquait une notion fondamentale de la Torah. La France est pour moi une structure dont les pieds sont cachers, mais la bouche ne l'est pas. Et si tu me réponds, alors au moins, prends en considération les pieds. Je te dirai, j'ai pas le droit, parce que pour moi, même si les pieds sont cachés, j'ai pas le droit de consommer l'animal. Pour moi, l'ensemble est atteint d'une impureté qui fait que pour moi, c'est pas consommable, comme s'il avait ni la bouche ni les pieds. C'est pour ça, Gilles, que tu te trompes complètement lorsque tu dis ceux qui parlent dans les médias sont des Français, pas les Français. Tu te trompes. Ils sont ni des Français ni les Français, ils sont la France. Ils sont la bouche du pouvoir. Car ne peut parler en France que celui qui représente l'instrument du pouvoir. Comme en Israël, on en parlera en Israël. Si tu n'es pas l'instrument du pouvoir, tu ne peux pas parler. Alors maintenant, pour reprendre quelque chose sur lequel on a discuté avant que ça commence à être enregistré avec nos amis, quand je parle de pouvoir, je ne parle pas des élus uniquement. Je fais toujours une différence que tout le monde connaît, mais malheureusement oublie, entre le pouvoir et les élus. Généralement, les élus sont aussi le pouvoir. Mais des fois, le pouvoir, c'est des forces obscures, des forces cachées qui agissent, qui ne sont pas forcément ceux qui sont au pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir, c'est l'ensemble des forces d'un pays
économique, politique, etc., etc. Ce sont de grosses familles en place, comme la famille Bush ou la famille Intel, etc. En France, ça se voit moins, parce que ça passe pas d'une famille à une autre, ça passe plutôt, on pourrait dire, de groupe à des groupes. Mais en Amérique, c'est très clair, les grosses familles du pouvoir, etc. Les Kennedy, les Bush, etc. Mais peu importe, il y a des zones d'influence dans un pays qui, même quand ils ne sont pas au pouvoir officiel, ils sont de toute façon dans le pouvoir officiel, ne serait-ce parce qu'ils tiennent les grosses compagnies, parce qu'ils tiennent les zones d'influence, parce qu'ils ont la force et qu'ils sont capables de faire peur et de menacer, parce qu'ils tiennent des documents sur d'autres et les menacent de divulguer, si, parce qu'ils ont les moyens, ils ont l'argent pour. Je peux être de gauche et ne pas avoir le pouvoir dans un pays qui pour l'instant est gouverné par la droite. Et pourtant, j'ai le pouvoir. Pourquoi? Parce que j'en sais suffisamment sur tous les dirigeants officiels pour les tenir. Et vous savez, si vous allez trop loin dans votre idéologie, tiens, tout d'un coup, tel dossier va sortir, tel dossier va sortir. Et c'est pour ça que tous les partis dans n'importe quel pays passent plus de la moitié de leur temps, mes amis, à se constituer des dossiers les uns sur les autres, pour que quand je n'aurai pas le pouvoir, je pourrai au moins te tenir en chantage. Il faut savoir comment ça fonctionne, le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas uniquement l'élu, c'est là qu'on fait. Quelqu'un ne peut jamais être au pouvoir officiel et avoir le pouvoir, je dirais même plus. Les vrais malins s'arrangent pour ne jamais être élus, parce que comme ça, ils peuvent exercer le pouvoir et on leur fout la paix. Et ce système-là fonctionne pratiquement dans tous les pays. Ceux qui ont le pouvoir ne sont pas forcément ceux qui sont Roch Memchala, ou Premier ministre ou Président d'eux. Donc le pouvoir, ce n'est pas seulement la partie que tu vois. Le pouvoir, c'est un ensemble de forces, dont la plupart sont cachées. Les médias sont entre les mains du pouvoir. Par exemple, en France, 90% des médias sont entre les mains du Qatar, par intérêt français interposé. Parce que les grosses sociétés françaises, en grande partie rachetées par le Qatar, d'accord, c'est elles qui financent les médias, et donc automatiquement, c'est le Qatar qui ouvre la bouche, la représentatrice. Donc vous voyez que le Qatar n'est pas président de la France, et pourtant c'est lui qui dirige les médias. C'est ce qui s'appelle le pouvoir. Maintenant, comme c'est la bouche, ça implique la nation. Et même s'il y a 30 millions de Gilles en France, ils ne sont que les sabots fendus d'une bouche qui n'est pas cachère, qui implique l'ensemble et qui fait que l'ensemble n'est pas consommable. Encore une fois, on verra en ce qui concerne les Juifs. Le phénomène où ça se voit le plus en France encore, c'est en Amérique. Jamais une civilisation non juive, je parle, a produit un peuple aussi extraordinaire que les Américains. Et jamais la même civilisation a eu en même temps un pouvoir aussi corrompu à la tête. Et ceci depuis de très nombreuses décennies. À ne plus pouvoir les compter. Pourquoi? C'est le phénomène. Voilà. Un jour, je vous expliquerai que ce que la Torah répète constamment, Esav ou Edom, Edom ou Esav, etc. À qui fait allusion Esav, à qui fait allusion Edom? Mais je peux déjà vous le dire, Esav c'est les Américains, Edom c'est les Russes. Et je vous le prouverai. Mais la Torah nous dit, même si tu crois qu'ils sont toujours l'un contre l'autre, Esav ou Edom, Esav ou Edom. Ça veut dire qu'il y a au moins un domaine dans lequel ils sont d'accord. Au niveau des pouvoirs, pas au niveau des peuples, c'est qu'il faut éradier l'État d'Israël. Esav ou Edom. C'est pour ça que les Russes sont là en ce moment. Et bien sûr, croyez-moi que sans la permission des Américains, ils n'y seraient pas. Vous imaginez que les Américains les auraient laissés s'installer en Syrie avec tellement d'armes, etc. Mais parce qu'ils ont des intérêts communs, dont l'un d'eux, c'est la nation d'Israël. Je parle des pouvoirs russes et américains. Je ne parle pas des peuples russes et américains. Et si encore une fois tu me dis, alors pourquoi tu fais cet amalgame? Parce que si la bouche est sale, alors malheureusement ça salit toute la nation. Même si je ne veux pas, c'est comme ça. Tu es français, tu es américain. C'est comme ça. Et il faut le comprendre. Alors ce que je vous propose, une fois qu'on a compris cette notion qui est vraiment très importante, je ne pensais pas qu'on y arriverait, mais on va continuer un petit peu, avec votre permission, parce que sinon ça va nous prendre plus que 2 ou 3 jours. Donc, je reviens sur sa dernière phrase de son mail que j'ai lu jusqu'à maintenant. Ce sont des Français, ce ne sont pas les Français. Je lui ai répondu, ce ne sont ni des Français ni les Français. La bouche, c'est la nation. Là où sont les médias, la manière dont parlent les médias va déterminer pour nous la nature de la nation, consommable ou non. Dans la mesure où les médias françaises sont farouchement antisémites et antisionistes, ce qui est la même chose, ça fait que toute la nation, pour nous aujourd'hui,
s'appelle contre nous. Pas toi, Gilles, et 20 millions d'autres comme toi, mais la nation à laquelle tu appartiens. Donc, je n'ai pas fait d'amalgame. J'ai simplement, en tant que rave, j'ai traduit en français ce que notre Torah nous apprend depuis des millénaires. Et réfléchis bien et tu verras que la Torah a raison. Et que ça, tu comprendras le phénomène américain. Comment un peuple si extraordinaire peut avoir à sa tête de tels criminels. Je pense, encore une fois, à l'Irak, l'Afghanistan et tout le reste. On continue. Où est le plus important, continue-t-il? Émancipé de sa charge émotive, la situation des meurtres au couteau est un problème israélien. Alors là, avec tout le respect, là, je ne sais pas comment il a pu dire une chose pareille, parce que là, c'est même, je n'ai pas besoin de Torah pour lui répondre. Vous allez voir. Il me dit, je comprends que vous êtes chargé d'émotions et que c'est peut-être pour ça que vous dérapez dans vos propos contre nous, bien que je vais déjà lui répondre que ce n'est pas moi qui dérape, c'est la Torah, si déjà. Mais il dit la situation des meurtres au couteau est un problème israélien. Nous sommes individuellement touchés et nous voulons faire tout notre possible pour vous aider et bien plus encore. C'est vrai, il le fait. Lui vient, il se porte volontaire ici quand il vient en Israël pendant 15 jours. Il fait son possible pour nous aider. Et j'imagine que là-bas, c'est un grand militant pour nous aussi. Donc c'est un homme honnête qui fait ce qu'il dit. Mais l'Europe et l'Occident ne sont pas concernés par les coups de couteau. Oui, il est à Marseille. L'Europe et les coups de couteau... Non, indépendamment de ça, non, parlons de nous. Mais regarde ce qu'il dit. Mais l'Europe et l'Occident ne sont pas concernés par les coups de couteau que nous recevons. Alors porter des propos agressifs à leur égard ne peut que blesser vos amis en Occident et renforcer les griefs de vos ennemis en Occident. Osez nous considérer comme responsables des coups de couteau que vous prenez, ça ne va que vous faire perdre des amis et ça ne va faire qu'augmenter le nombre de vos ennemis. Des amis instructeurs de Krav Maga, ça, comme lui c'est un ancien officier de l'armée française, et il a appris le Krav Maga, il me dit, je me rappelle quand je suis venu me former auprès d'officiers israéliens dans le Krav Maga, il m'expliquait que qu'un geste inutile est un geste négatif. C'est un enseignement connu dans le Krav Maga. Tout ce que tu ne dois pas faire, ne le fais pas. Non parce que c'est inutile, parce que si tu fais un faux geste, tu peux en mourir. Ça, c'est un des fondements du combat physique. C'est vrai dans tous les combats. Ce qui ne doit pas être fait, ne doit surtout pas être fait, car tu peux en mourir. Une main mal partie, elle te démunit d'un endroit que tu aurais dû protéger, et à ce moment-là, tu es mort. Donc à chaque fois que tu jettes un pied ou une main, fais attention à la partie du corps que tu découvres, parce que l'autre peut en profiter pour t'attaquer à cet endroit-là. Et donc, qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Pareil, vos propos non justifiés vous font plus de mal. C'est pas seulement qu'ils sont inutiles, me dit-il, mais ils font du mal plus que du bien, puisque vous vous désarmez en tenant des propos pareils. Là aussi, avec tout le respect, là j'avoue que je n'arrive pas à comprendre. La première partie, j'arrive à comprendre, parce que je comprends qu'ils ne connaissaient pas tout ce que j'ai expliqué sur l'histoire donc de la bouche et des pieds. Parce que même les Juifs ne le savent pas. Ceux qui étudient la Torah profondément le connaissaient, ce principe-là. Mais par contre, là, je suis très étonné. Parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, d'accord, l'un des porte-paroles de Abbas disait, d'accord, et il n'y a que chez nous qui peut encore aller faire ses courses et ne pas être en prison, puisqu'il le disait dans la partie israélienne, à Jérusalem-Est. Il disait, il prévenait tous les poignardeurs, il leur disait, d'accord, bien sûr, les médias français ne le savent pas, puisque tu penses bien que ce n'est pas les médias français qui vont le rapporter en France, mais ou peut-être qu'elles le savent par certains journaux marginaux, ou du moins par le net, disait la chose suivante, écoutez, poignarder un maximum de soldats ou de gens qui vivent dans ce qu'eux appellent les territoires, parce que là, le monde entier sera avec vous, d'accord? Arrêtez de poignarder Stam des civils ou comme ça, Stam pour le petit déjeuner, un petit par là. Mais n'en faites pas vos cibles privilégiées parce que, bon, c'est pas sûr que le monde va vous applaudir, mais par contre, si vous tuez des soldats, si vous tuez des, etc., Alors, je me suis posé la question, j'ai dit, tu t'imagines quelque part dans le monde un homme qui prendrait la parole et qui dirait une chose pareille sur une autre armée du monde? Qu'est-ce que j'en conclurais? Si je ne suis pas trop au courant de ce qui se passe, je dis, bon, cette armée doit être une armée vraiment de criminels, d'assassins, de tueurs, des nazis, quoi. Parce que sinon, comment qu'on peut lancer un appel comme ça, s'attaquer? Vous imaginez, en France, quelqu'un qui prendra la parole, en France, oui, c'est en Israël qui prend la parole, et qui dirait attaquer la police et l'armée française partout où ils se trouvent.
le monde crierait au scandale. Attends, qu'est-ce qu'ils ont fait c'est pas des nazis, pourquoi on les attaque, etc. Et pourquoi, en ce qui nous concerne, nous, ça passe? Parce que l'armée israélienne est tellement diabolisée par les médias. Et le colon est tellement diabolisé parce que tous les matins au petit déjeuner, il égorge, c'est des crimes rituels, il égorge un petit Palestinien le matin, il en égorge deux le soir, etc. Ça veut dire que le monde s'est mis en tête qu'un colon chez nous, c'est un monstre, c'est vraiment un nazi tête de mort qui tous les matins fusille à bout portant des femmes et des enfants. D'accord? S'il commet un crime, mes amis, même selon l'idéologie, son seul crime, même idéologique, c'est d'avoir mis une caravane, d'accord, dans un endroit que eux considèrent comme étant le leur. Mais au-delà de ça, il ne fait rien, le colon. Ni il tue, ni il massacre, ni il viole, ni rien. Il y a eu des cas marginaux. Il y a aussi des tas de Français qui poignardent des gens dans la rue pour leur voler un sac. Il y a des tas de Français qui violent une belle fille qui passe. Et c'est évident que personne n'osera dire que les Français sont des tueurs ou des... Là, je parle des Français, pas du gouvernement, ou des violeurs, c'est des cas marginaux. Évidemment qu'il y a des têtes brûlées aussi chez nous, mais même s'ils étaient à Tel Aviv, ils l'auraient fait. Pas parce que ce sont des colons. N'importe quelle étude authentique et honnête sur le personnage qui aura planté un coup de couteau et qui vit dans ce qu'eux appellent les territoires, n'importe quel graphique, on pourrait dire, graphique psychologique sur cette personne, montrait que même à Tel Aviv, il aurait fait la même chose. S'il avait vu un arabe passer, pourquoi? Parce que c'est une tête brûlée. C'est pas un meurtre idéologique. Et si c'est arrivé une fois en 67 ans, c'est une fois l'exception qui confirme la règle, un crime idéologique. Voilà, combien de fois on a trouvé un juif chez nous qui idéologiquement, à la guerre, tire à bout portant sur les Arabes. On a trouvé un en 67 ans, c'était et encore, bon, je ne vais pas ouvrir la bouche, mais disons, selon l'officialité, Baruch Goldstein, à Hebron. Allez. Mais eux, c'est tous les jours. Tous les jours, ils tirent sur des femmes et des enfants. Tous les jours. Donc, l'armée israélienne, l'armée la plus morale du monde, qui préfère perdre ses propres enfants plutôt que de tirer dans un endroit où on sait que se cache 10 terroristes, mais parce qu'il y a 30 civils, alors que les Américains, la semaine dernière, ont descendu tout un hôpital parce qu'il y avait 3 terroristes qui se cachaient dedans. Ils ont descendu un hôpital avec 300 personnes, hommes, femmes, enfants, pour liquider les terroristes qui se trouvaient là-dedans aussi en Afghanistan. Ah, c'était une bavure. Imaginez-vous l'armée israélienne qui dit « Ah, c'était une bavure ». Imaginez-vous l'armée israélienne qui ose dire une chose pareille. Donc, évidemment que les médias, on revient toujours à ce phénomène de la bouche, évidemment que la bouche française, le pouvoir français prépare le terrain. À force de dire que tous ceux qui sont des poignardeurs sont des militants et non des terroristes, à force de diaboliser l'État d'Israël, eh bien vous encouragez les coups de couteau. Donc c'est vous qui avez, vous, la bouche française qui a préparé le terrain. Comment ose-t-il dire que ça ne concerne pas l'Occident ? Mais c'est l'Occident qui a préparé le terrain. C'est l'Occident qui, tous les jours, comment ? L'affaire Al-Doura. Et bien sûr, l'affaire Al-Doura qui est un montage du début jusqu'à la fin par un juif en Israël, mais qui travaille pour l'AFP. Comment ? Antenne 2. D'accord. Et donc, ça veut dire quoi ? Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des petits démentis, mais seulement en première page. Est-ce que Le Monde ou ces journaux qui ont fait de cette mise en scène, de ce crime rituel, l'ont mis en première page pendant les semaines? Est-ce qu'ils se sont excusés en première page? Est-ce que lui, Anderlin, s'est excusé en première page? Non. Et il vit ici à Jérusalem, etc. Peu importe. Mais quoi qu'il en soit, évidemment qu'il y a toute une préparation médiatique. Alors là, il commet la même erreur. Oui, mais les médias, ce sont des Français. Non, les médias sont la France. C'est la bouche de la France. Et s'il n'y avait pas cette préparation médiatique qui a diabolisé les Juifs en Israël, mais jamais ils oseraient faire ce qu'ils font. Jamais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Circulent sur le net des milliers de photos d'un terroriste allongé sur le sol. D'accord? Vous savez ce que l'OLP, enfin ce que Achaf, ce que Abbas fait en préférence, ils viennent, ils photographient ces photos-là, d'accord? Après que lui est poignardé et qu'on est arrivé à le neutraliser ou à le tuer, et c'est envoyé sur des milliers de médias internet dans le monde pour dire, voilà, un lynch d'un Palestinien, voilà.
Et les gens le gobent, parce qu'ils aiment gober ça. On ne dit pas qui c'est un terroriste qui vient ou un militant qui vient de poignarder un enfant de 13 ans ou une femme de 70 ans. Non, c'était un arabe qui se promenait dans Jérusalem, ils lui ont sauté dessus. Regardez, son sang coule, il est sur le sol, et on voit dans la photo, il rien tout autour. Regardez ça. Vous comprenez? Et vous croyez qu'il y a un journal au monde qui a consacré sa première page à démentir ces choses-là? Non, les médias laissent faire. Bon, c'est vrai, ça ne sera pas dans le monde une chose pareille, mais on laisse faire. Donc évidemment qu'il y a toute une préparation qui fait que sans la bouche de l'Occident, c'est évident qu'il ne se permettrait pas de faire tout ce qu'il faut. Donc il y a une complicité active, et dans la mesure où, encore une fois, la Torah nous enseigne que si la bouche est sale, toute la nation est sale, même si la majorité des citoyens sont propres, automatiquement ça nous donne le droit à nous, en tant qu'enseignants de la Torah, de dire que quoi? Que s'il n'y avait pas la bouche française derrière les coups de couteau, il n'y aurait pas tant de coups de couteau. Et eux le savent tellement qu'ils se disent les uns aux autres, tuez plutôt des soldats parce que c'est sûr que le Monde, Libération et France Dimanche et je ne sais quoi, ils seront tous de votre côté. Et donc ça veut dire qu'eux-mêmes disent ce que nous disons. Seulement eux le disent avec leurs mots et nous avec nos mots aussi. Avec votre permission, je continue encore un petit peu et j'arrête. Encore 5 ou 10 minutes pour avancer dans ce message-là. Comment? Les tuer une fois qu'ils ont tué. Ils disaient. Oui, mais ça c'est à la fin du message. Donc ça on le verra demain peut-être. On continue. Regardez ce qu'il dit maintenant. L'Occident a une vision erronée de la situation en Israël et de ses données. Il a raison, c'est lui-même un écrivain, il a écrit des livres extraordinaires pour montrer à quel point l'Occident se trompait dans sa compréhension des données. Mais que faites-vous de votre propre nation? Alors là, il va dire quelque chose qui est extraordinaire et que je partage entièrement avec lui, mais qui ne va faire que préparer justement une réponse à laquelle il ne s'attend pas. Il va maintenant nous critiquer d'une manière 100% fondée. Il dit, si déjà on devrait critiquer les ennemis d'Israël, il y en a beaucoup plus chez vous les juifs que chez nous les non-juifs. Et il a 100% raison. Que faites-vous de votre propre nation? Lisons ce qu'il dit. L'Occident se trompe, mais il a des excuses, parce que lui, il n'est pas concerné, ce ne sont pas des juifs. Et là, il va nous raconter quelque chose d'extraordinaire. Il vit à Montpellier, et il va raconter une conférence d'un ancien officier de Tzal israélien francophone à laquelle il a assisté à Montpellier. Une horreur, une abomination dont seuls les juifs ont le secret, je suis bien d'accord avec lui. Plus taré qu'un juif, tu ne peux pas trouver. Regardez de quoi il s'agit. J'espère qu'il ne va pas m'attaquer en justice, l'autre. Parce que c'est lui qui parle, pas moi. Et donc, dans les versions à court terme. Alors maintenant, regardez. Alors, avant-hier, j'ai été à une conférence donnée par... Bon, je ne vais quand même pas citer son nom, bien que lui le cite, mais moi je ne vais pas citer son nom. Bien qu'on ait le droit, puisque c'est une conférence à laquelle ont assisté des centaines de juifs. Donc, il n'a pas caché son nom, mais peu importe. Moi, je ne vais pas le citer. Au centre communautaire juif de Montpellier, l'orateur exprimait, au nom d'Israël, lui est venu, parce qu'il se la joue, à Montpellier, il fait croire qu'il représente l'État d'Israël. Et donc, mais c'est pas grave, je vais dans mon optique à moi, où la bouche compromet la nation, et donc comme c'est un ancien officiel de Tzahal, il prétendait parler au nom de la nation, d'Israël, il disait que son vrai souci n'est pas tant tous les Israéliens qui se font aujourd'hui poignarder, mais en fait je vais lire le texte, mais je vous l'explique, que le risque le plus important dans l'évolution à court et à long terme de la situation actuelle était que les Juifs veuillent se venger. Vous avez bien entendu? D'accord. Un intello d'extrême gauche qui vient et qui dit la mort des Juifs ne me dérange pas trop, mais ce dont j'ai peur, c'est que peut-être qu'un jour, nous, on va aussi devenir un peuple qui veut se venger, et qui veut peut-être lui aussi poignarder sans raison des Arabes qui passent dans la rue. À un moment où des femmes et des enfants se font égorger, des femmes et des enfants juifs se font égorger par des démons partout ici dans le pays, son souci à lui, d'accord, c'est que j'espère que nous, on ne deviendra pas comme eux. Et c'est ça mon souci le plus important, le plus grave, etc. Bon, nous, on les connaît, ces gens-là, chez nous, je veux dire.
Mais il a raison. Là, il nous touche parce qu'il est très, 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 très subtil, Gilles. Il nous connaît encore mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Il dit, qu'est-ce que vous faites de tous ces tarés chez vous? Et vous parlez en mal contre nous. Faites d'abord le ménage chez vous. Et regardez ce qu'il dit. L'abomination était à son comble. Je n'ai jamais assisté à une abomination aussi grande, d'accord, venant de la part d'un juif. Dans l'évaluation, bien sûr, de son comble, puisque le plus important pour lui, ce n'est pas les juifs qui sont assassinés. C'est que nous, on n'en tue pas d'autres. Et l'assistance qui était juive validait, ils ont tous applaudi, parce qu'évidemment, les juifs, quand ils entendent qu'on leur parle de suprême morale, là, ils sont contents, ces bandes de tarés. D'accord. Là, je vais être plus méchant que lui, parce que plus méchant que moi contre les juifs tarés, il n'y a pas. Parce que pourquoi? Parce que lui, ça ne le fait pas souffrir de voir des juifs tarés. Mais nous, ça fait des millénaires qu'on souffre à cause des juifs tarés. D'accord. Donc nous, on peut se permettre encore plus virulent que lui. L'individu exprimait ensuite qu'il ne faisait, après l'individu, a dit que pour lui, les juifs orthodoxes en Israël, donc moi je suis un juif orthodoxe quand même, hein, que je respecte la Torah, c'est quoi un orthodoxe qui respecte la Torah? Vous êtes des orthodoxes vous aussi, hein, croyez-moi, vous respectez la Torah, d'accord, étaient pour lui comme les salafistes. Donc moi je suis un juif salafiste, etc. D'accord. Ben oui, mais vous comprenez le profil, c'est l'extrême gauche de la Vivienne qui a parlé à Montpellier. Non mais il le fait exprès, il nous aime, Gilles, il veut nous montrer, mais regardez le genre d'ordure que vous avez chez vous, qui compare, qui dit qu'il est plus dérangé par le fait qu'un juif tue un arabe que par le fait qu'un arabe tue un juif. Ben ça on les connaît, ils sont des centaines de milliers chez nous dans le pays, des comme ça. Et en plus, d'accord, les juifs qui observent la Torah, c'est pour lui des salafistes, d'accord. Il concluait qu'Israël est un État moderne, que Tel Aviv est une ville moderne, et là où il le comble, et il dit, d'accord, c'est un argument que nous entendons beaucoup en Israël, l'assistance était enchantée, d'accord. Et quelle est la conclusion optimiste de cet ancien officier de Tsahal? Tel Aviv est jumelé avec la ville de Ramallah, en ce qui concerne les homosexuels qui sont des deux côtés. Ça veut dire que les homosexuels, vous vous rendez compte la chance qu'on a? Ça veut dire que oui, la paix est possible chez nous. Pourquoi? Parce que les homosexuels de Tel Aviv ont accepté de se jumeler avec les homosexuels de Ramallah. Il y a un espoir. Voilà. L'homosexualité des Juifs et l'homosexualité des Arabes, qui est la preuve qu'un jour il y aura la paix entre les Juifs et les Arabes. C'est le juif qui dit ça. Ouais. C'est l'officier de Tsahal. Mais, bon, c'est sûr qu'on a envie de pleurer, mais là, Gilles, croyez-moi, je le connais, il est en train de verser des larmes avec nous. Il est en train de nous dire, mais ça veut dire quoi, vous critiquez constamment les non-juifs? Mais faites d'abord le ménage chez vous. Et il a 100% raison. Ici, il a 100% raison. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? On continue encore un petit peu. Bref, la perte totale d'identité est ce qui sauvera Israël, d'après ce général-là. Et donc il me demande à moi, quelle est la représentativité de cette personne et de son discours? Maintenant, paf, il m'enfonce un couteau d'amour dans le cœur et il me dit, dis-moi, pourquoi là on dirait pas la nation juive est corrompue parce que voilà le genre de porte-parole qu'elle a? Pourquoi quand j'ai quelqu'un de France 2 qui parle, tu me dis que la France est corrompue? Et pourquoi quand tu as ce genre de taré déambulant dans les rues de Montpellier qui parle, pourquoi tu ne dis pas que Israël est corrompu? Qu'est-ce que vous répondez, mes amis? On continue ce qu'il dit. Il parlait au nom d'Israël, parce que l'assistance lui reconnaît une représentativité majoritaire, démocratique. Cette reconnaissance était de plus validée par ses fonctions au sein de Tsahal. La qualité prime, etc. Alors, mais dans le contexte d'une question interne à Israël, convenez que l'agression virulente contre les nations qui n'ont pas d'identité est une agression gratuite, ce qui est inutile et négatif. Il y a encore plus de mensonges et d'erreurs sur ces questions chez les Juifs que chez les Goïms. Et il a parfaitement raison. Il y a plus de tordus concernant les Juifs chez les Juifs qu'il y en a chez les nations. Alors comment on va s'en sortir? Ça c'est la partie la plus forte de son message. Jusqu'à présent, j'ai répondu et il n'y a aucune réponse possible à ce que j'ai répondu parce que où tu réponds d'après tes critères à toi, je t'ai dit ce que pense la Torah, ce que tu penses toi, et donc on ne parle pas sur le même plan. Et le connaissant, je suis sûr qu'il comprendra que finalement la Torah ne se trompe pas dans l'analyse de l'histoire des pieds et de la bouche. Mais par contre là, c'est une nouvelle attaque où finalement il est très difficile de répondre.
Parce que, allez, on va fermer l'enregistrement, on va dire entre nous. Les plus grands tarés de la terre sont chez les Juifs, et nous le savons ici en Israël. D'accord? Alors, comment qu'on va répondre? Là, il vient avec vraiment une question extrêmement honnête. Arrêtons de parler sur les nations, et concentrons-nous sur nos Juifs, et c'est tout. Voilà. Maintenant, j'ai presque fait exprès, mes amis, de hisser sa question au sommet de, on pourrait dire, de la critique justifiée, pour mieux après la jeter du haut du sommet et vous montrer qu'elle ne commence même pas sa question. Pourquoi? Sans faire référence à la Torah. Il y a une différence énorme entre la bouche française et la bouche israélienne. Parce que c'est vrai que la bouche israélienne, parfois, est plus insensée que la bouche française. Mais les conséquences sont à l'envers. La bouche française, elle fait du mal aux Juifs. Ce sont des non-Juifs qui font du mal à Israël. Mais la bouche israélienne, ce sont des Juifs qui se font du mal à eux-mêmes, ils ne font du mal à personne d'autre. Est-ce que vous comprenez la différence? On n'est pas en train de dire qu'il faut poignarder les Français. On n'est pas en train de dire que si demain, lo alenu, il y a un acte de terrorisme en France, vous verrez jamais les médias israéliens dire un militant immigré a poignardé des Français. Toutes les médias israéliens diront un terroriste ou un islamiste, qui veut dire la même chose dans le langage des médias. On ne dira pas un militant. Ou comme certains journaux disent, vont jusqu'à dire un Palestinien a été tué par l'armée israélienne. Non, ça j'ai pas vu, mais j'ai vu par contre, peut-être, mais ça j'ai pas vu. Un Palestinien, ça j'ai vu dans un journal américain, dans le Times, j'ai vu. Un Palestinien tué par l'armée israélienne, ça c'est le titre, je l'ai vu en anglais, et après la suite, on explique qu'il venait de donner un coup de couteau, etc. D'accord, mais le gros titre, d'accord, même pas militant. Donc, vous imaginez un journal israélien qui dira, en plus, supposons que ça soit aussi quelqu'un de neutralisé français, qui dise un Français a poignardé un militaire français. Et après, en petite ligne, on explique. Jamais. Ce que je veux dire par là, c'est que nous souffrons de ces Juifs malades, mais c'est nous qui souffrons, on ne fait pas souffrir les autres. Tandis que eux, leur bouche, elle a pour but de faire souffrir ou de préparer le terrain à la souffrance des Juifs. C'est pas du tout pareil. Si moi j'ai chez moi un malade mental qui amène sur moi des catastrophes, c'est très différent qu'un malade mental qui amène sur les autres une catastrophe. Ça veut dire que si j'ai chez moi un Israélien qui dans la rue déambule avec un couteau, un Juif et qui tue des Juifs, c'est un Juif qui fait du mal à des Juifs. Mais si j'ai chez un non-juif une parole ou un acte qui amène à tuer des juifs, c'est pas du tout pareil. C'est que ma bouche, elle a tué, tandis qu'ici, ma bouche, elle a suicidé. Elle s'autodétruit. Dit en meilleur français, c'est très différent une bouche qui détruit avec une bouche qui s'autodétruit. Et donc, même si chez nous, les tarés sont plus tarés que chez eux, mais malgré tout, c'est toujours les mêmes qui souffrent, c'est Israël. Ça veut dire que Israël est non seulement détruit par la bouche des tarés occidentaux, mais Israël est détruit par la bouche des tarés juifs. Donc au contraire, tu n'as fait que rajouter du bon vin dans mon eau, pas de l'eau dans mon vin, du bon vin dans mon eau. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que finalement, tous les tarés du monde ouvrent leur bouche contre Israël, qu'ils soient juifs ou non juifs. Et c'est pour ça que je pleure. Excusez-moi. Donc, on ne peut pas du tout dire la même chose. Un instant, René. Quand la Torah dit que si une nation a une bouche malade, la nation n'est pas cachère, c'est quand sa bouche malade sort des mots qui font du mal aux autres. Mais quand une nation a une bouche malade qui se fait du mal à elle-même, c'est pas le phénomène du non-cachère. Finalement, j'explique ce que je pensais expliquer demain, mais j'explique maintenant. Parce que j'ai dit que plus tard, et on y est presque arrivé, mais on a commencé, il fait allusion au fait que finalement, nous aussi, nos représentants ne sont pas forcément des modèles, donc pourquoi on ne dirait pas que la nation israélienne est pourrie comme l'est la nation française? La différence, je l'explique maintenant, tout de suite après la question René. La différence c'est que lorsque la bouche d'Israël est mauvaise, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Mais lorsque la bouche de la France est mauvaise, elle prépare des attentats en Israël.
Ce qui veut dire que la bouche de la France détruit d'autres qu'elle-même, alors que la bouche d'Israël se détruit elle-même. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Un animal, même s'il a les pieds cachers, devient non cachère si sa bouche fait du mal aux autres. Mais si sa bouche fait du mal à lui-même, même que c'est une sale bouche, c'est pas une bouche non cachère, c'est une bouche malade. Mais il y a une différence entre une bouche malade et une bouche non cachère. Et c'est la raison pour laquelle, même si les médias israéliens, comme certains journaux, Haaretz, etc., sont pires que le monde, car quand les médias d'extrême gauche parlent et ouvrent la bouche, elles disent des choses que même les pires des journaux français n'osent pas dire, et Gilles le sait très bien. Mais la différence est fondamentale, c'est qu'à cause de cette bouche-là, on amène des catastrophes sur nous-mêmes. Ça veut dire que c'est un problème de bouche malade, c'est pas une bouche impure. Parce qu'une bouche impure, c'est quand tu ouvres la bouche pour faire du mal aux autres. Et la bouche israélienne ne fait jamais de mal à la France, ne fait pas de mal aux Américains, ne fait pas de mal aux Européens. Jamais. De droite jusque dans la gauche. Ils ne sont pas là pour dire des choses qui peuvent porter préjudice et créer et préparer le terrain à des attentats en France ou je ne sais quoi. Oui, René. Il faut ajouter que c'est les Européens qui financent les groupes gauchistes en Israël et les journaux gauchistes. Alors là, Gilles va vous répondre, ce sont des Français, parce que j'ai compris sa nuance, et pas les Français, et là il aura raison. C'est pour ça que Dafka, je n'ai pas cité ce cas-là. Ce ne sont pas les Européens, mais des Européens. Là, il aura raison. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il ne m'a pas rapporté cet exemple-là, justement, parce que, justement, la réponse est évidente. Je n'ai pas le droit de dire, de la même manière que chez nous, il y a des organismes juifs qui soutiennent le terrorisme, comme on le sait, et autres, B'Tselem ou d'autres, qui, quand une famille, parce qu'un enfant d'elle a été mis en prison pour terrorisme ou tué pour terrorisme, il lui donne de l'argent à cette famille-là, parce que la veuve, etc., il faut bien, etc. Oui, ce sont les organisations juives. Tu ne vas pas dire, tu ne vas pas accuser Israël et les juifs de ça. C'est une organisation de malades mentaux chez nous, d'antisémites juifs, qui préfèrent donner de l'argent à la veuve d'un terroriste plutôt qu'à toutes ces veuves chez nous, victimes du terrorisme, dans l'autre sens. Mais tu ne peux pas dire Israël est un État corrompu où les Juifs sont malades. On a des Juifs malades chez nous, c'est vrai. C'est le même phénomène. Donc c'est vrai qu'il y a de très 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 nombreuses associations européennes qui financent le terrorisme, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ce sont des associations européennes, non l'Europe. Donc, très bien, comme il y a des Juifs aussi, vous avez des Juifs que vous croisez tous les jours qui financent des veuves de terroristes pour qu'elles aient de quoi manger après que leurs maris sont morts. Des Juifs israéliens. Et même qui font l'armée, etc. Donc ça, encore une fois, ce n'est pas le débat. Le débat, il est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et c'est pour ça donc, que je termine le cours d'aujourd'hui. Demain, Bezrat Hashem, finalement, on a pratiquement vu l'essentiel aujourd'hui. Demain, il y a une grande partie du cours qui est justement aussi sur, d'abord, est-ce que oui ou non Israël est un État dépendant des autres, un État assisté, ce qui est l'une de ces critiques. Donc, comment tu peux dire que le monde ne vous aime pas, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous vivez en grande partie grâce à l'argent du monde. On verra demain que cet argument est 100% vrai, on pourrait dire, sur le plan technique, mais l'implication et les raisons sont exactement le contraire de ce que lui peut croire. Et enfin, la dernière partie, ça sera sur le fait que c'est à l'État de condamner à mort et c'est pas aux citoyens d'achever un terroriste au sol, etc. Ça sera la dernière partie, ce sera le cours de demain. Donc finalement, on n'aura consacré que 2 cours. Donc, ce que je veux juste résumer en disant la chose suivante, c'est que finalement, on a montré que les uns après les autres, les arguments n'étaient absolument pas fondés, soit parce que, s'adressant à un rave, il sait que forcément il s'adresse à un homme qui pense Torah, et donc la vision de la Torah en ce qui concerne la définition d'une nation est très très différente que la définition occidentale d'une même nation, l'histoire des pieds et de la bouche. Et enfin la deuxième partie qui était que les nations ne sont pas concernées par ce qui se passe chez vous, ça on a expliqué aussi, et comment qu'elles sont concernées. Et enfin la troisième partie qui était que chez vous aussi vous avez des tarés. J'ai répondu que les plus grands tarés de la terre se trouvent chez nous, chez les Juifs, et je le dis mais vraiment avec tout le sérieux du monde, et on sait de quoi on parle,
des Irgunim comme B'Tselem, comme Shalom Arshav, etc. ou d'autres. Mais quoi qu'il en soit, la différence, cher Gilles, c'est que nos tarés chez nous se font du mal à eux-mêmes et à nous-mêmes, mais ne font pas de mal. Les organismes d'extrême gauche chez nous, comme ce type qui est venu parler chez vous, ce qui va amener tout simplement, c'est du terrorisme sur sa femme et sur ses enfants, mais il ne va pas promouvoir le terrorisme sur vos femmes et vos enfants, tandis que vos fous, à vous, ils provoient le terrorisme sur nos femmes et nos enfants, et ça, toute la différence, c'est pour ça que votre bouche, à vous, elle n'est pas cachère, tandis que notre bouche, à nous, elle est malade, et rien de plus. Oui. Il ne peut pas y avoir une influence du pied vers la bouche, c'est-à-dire que cet animal-là, il y a une dichotomie totale entre ça et ça. Alors s'il y a une très grande force dans les pieds, et la majorité, 99% d'Américains, d'Occidentaux, arrivent à changer la nature de la bouche. Une excellente question. Je réponds oui et non. D'abord, même si le porc a les sabots les plus beaux fondus du monde, sa bouche restera malgré tout une bouche non cachère. De là, je traduis en termes identitaires, en termes de nation, même si un peuple est extraordinaire comme le peuple américain, il ne pourra rien faire pour empêcher un gouvernement criminel, comme aujourd'hui par exemple, ou comme avant, etc. À moins que on sorte du système essavique. C'est Esav qui est comparé au porc. Mais si un jour le monde occidental se sépare, met fin à l'identité essavique, et ça c'est un et plusieurs cours en tant que tel, ça sera oui possible. Mais en vérité, en vous donnant la réponse, je viens maintenant de comprendre que la réponse à votre question, elle est liée dans la suite du cours de demain, dans ce qu'il dit demain. Je vous répondrai demain, effectivement, qu'est-ce que signifie que cesser d'être une situation essavique, comment le pied peut arriver à cachériser la bouche, d'accord? Effectivement, on répondra à cette question demain. Si vous voyez que demain je l'oublie, rappelez-la moi cette question, parce que c'est lié au cours de demain, Be'ezrat Hashem. Et oui. Il y a aussi un mishpat français qui dit qui se tait consent. C'est-à-dire que comme la majorité française en même temps ne peut pas parler, donc n'a pas la possibilité d'utiliser la bouche, donc ils sont d'accord. Alors, entre guillemets, il y a un consentement de la nation. Disons que tu as raison, mais je préfère dire, dans la mesure où on n'entend que la bouche du pouvoir, et qu'effectivement le français de la rue ne peut en aucun cas hisser sa bouche au niveau du pouvoir, donc on ne l'entend pas. Malgré tout, je ne suis pas 100% d'accord, encore une fois, qu'il y a une complicité, forcément, parce que tout simplement, parce que pour pouvoir parler, il faut faire partie du pouvoir. Et si tu ne corresponds pas aux normes du pouvoir que tu parles, tu te fais tirer une balle dans la tête. D'où la Révolution française aussi. Ah voilà, alors donc ça c'est la réponse à la question. Et dans ce cas-là, pour pouvoir changer le système essavique, ça ne peut pas être par un vote, mais par une révolution. On ne peut pas, et j'expliquerai demain, par le biais de la démocratie, on ne peut pas sortir de l'idéologie essavique. L'idéologie essavique est extrêmement maligne. Elle a conçu un système dans lequel la démocratie, on pourrait dire, c'est l'arme de Esav. La démocratie permet à une bonne nation d'avoir toujours à sa tête, sans qu'elle se rende compte, des pouvoirs corrompus. C'est une invention, mais des plus géniales de l'histoire du monde. Que le pouvoir politique a conçu un système où il donnait le sentiment et l'impression, c'est vrai chez nous aussi, au peuple qu'il est lui le maître de son destin, et le peuple ne fait que répéter finalement la même chose depuis la Révolution française. Vous élisez des crapules en ayant le sentiment qu'ils sont vos représentants. Et c'est vrai en Israël aussi, parce qu'on vit aussi sous système démocratique. J'expliquerai justement demain comment ce système-là s'est fondé. Et Be'ezrat Hashem, venez demain.